Je fais partie d'une association pour laquelle on représente aujourd'hui, qui est la Mêlée Adour, qui est en fait la petite sœur de la Mêlée, mais qui est sur vers Tarbes et vers qui est vers le bassin, tout le bassin de l'Adour en fait. Alors c'est toujours un petit peu compliqué à situer géographiquement, mais et donc on a créé avec Christophe il y a quelques temps une commission autour de thèmes de la blockchain qui fonctionne assez bien, qui regroupe plein de membres, voilà. Mais je veux dire, si jamais il y a des membres La Mêlée ou des gens de Toulouse qui viennent nous rejoindre sur cette commission blockchain, c'est avec plaisir puisque c'est en visio tout le temps. Donc voilà, si c'est une problématique qui intéresse, c'est très bien. Et avec moi aujourd'hui un de nos membres justement de la commission. Oui. Bonjour. Voilà. Donc moi c'est Gilles Le Talour, membre fondateur de Permafutur, et donc je vais essayer de coordinateur de l'EQVert avec la blockchain. On va essayer. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous voyez le thème, donc la blockchain comme levier technologique pour réinventer les organisations. C'est un thème grosso modo de transition numérique, mais aussi de territoire, parce que vous allez voir, le territoire c'est plutôt avec le côté permafutur. Mais moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est le changement organisationnel, c'est les sciences des organisations. Donc, pour vous faire un petit point, grosso modo, pour vous expliquer comment se passerait la présentation, moi je vais vous présenter un petit peu les recherches que je fais actuellement, plus ce qui nous anime un petit peu avec d'autres chercheurs aussi de la commission, des choses comme ça. Et pour illustrer ça, tout simplement, Gilles va vous présenter un cas très pratique de donc Permafutur. Grosso modo, il va vous expliquer comment il arrive à transposer ça au niveau pratique. Donc, assez intéressant, du moins pour sa partie. Pour la mienne, je vous laisse juger. Donc, je voudrais commencer par un constat que vous allez trouver un petit peu bizarre, sans doute. C'est que les comptables disposent d'un super pouvoir dans les organisations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par comptable ? On va voir un peu plus loin que ça peut être une notion très vaste. Le seul problème, c'est que majoritairement, ils l'ignorent. Et donc, du coup, quand on parle de changement organisationnel, on se dit, bon, qu'est-ce qu'a à faire un comptable ? Pourquoi on parle de blockchain, etc. On va y venir. Grosso modo, j'aimerais juste vous donner quelques définitions pour que vous compreniez mieux mes recherches et les cadres théoriques dans lesquels je m'inscris. Grosso modo, en comptabilité, moi, je travaille sur l'accountability. Donc, l'accountability, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte qui consiste à rendre compte de quelque chose. Donc, grosso modo, vous connaissez... Je dis beaucoup de grosso modo aujourd'hui. Vous connaissez tous des actes d'accountability. Vous êtes tous comptables de quelque chose et à quelqu'un, c'est-à-dire que vous devez tous rendre des comptes à quelqu'un de quelque chose. Ça peut être de la RSE, ça peut être d'un produit financier, ça peut être d'une connaissance, ça peut être de la production de quelque chose, mais grosso modo, on est tous comptables. Et donc, il y a aussi des valeurs comptables, c'est-à-dire qui peuvent être rendues compte, d'accord, dont on peut rendre compte. Celles-là, on les connaît tous très bien parce qu'elles sont souvent mesurables. Et à contrario, et c'est là que s'inscrivent mes recherches, puisque j'ai créé cette notion de un comptable, en gros, je m'intéresse à ce que l'on ne peut pas rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des notions aujourd'hui qu'on connaît aussi très bien, et je dirais de plus en plus dans les entreprises, qui sont des notions, dans les organisations en général, des valeurs dont on ne peut pas rendre compte, tout simplement parce que la plupart du temps, elles sont incomptables, c'est-à-dire impossibles à dénombrer. 1, 2, 3, 4. Si par exemple je parle de connaissance, la connaissance, on est impossible de me dire s'il y a 1 ou 2 unités de connaissance au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Si on rapproche ça à 2 approches scientifiques, rapidement, il y a le positivisme qui consiste à dire que tout ce qui est incomptable en sciences de comptabilité, c'est une barrière. Grosso modo, on ne s'en occupe pas parce que ça ne concerne pas la comptabilité. Et au contraire, il y a une mouvance dans laquelle je m'intègre, qui est la mouvance, on va dire, performative, qui consiste à dire s'il y a quelque chose, si on peut faire un processus de transformation, en fait, passe toujours par... on va dire, on a poussé une petite frontière pour aller plus loin, et en fait, cette frontière, on en a fait une réalité dans les organisations. Donc ça, peut-être pour l'instant, c'est un petit peu obscur, mais vous allez voir où je vais en venir un petit peu plus tard. Deuxièmement, et ça, je pense que ça va beaucoup plus parler à beaucoup d'entre vous, je ne connais pas les profils de ceux qui nous regardent et de ceux qui sont dans la salle, mais il faut considérer, et donc il y a un courant de la science des organisations qui consiste à dire que la communication, elle est organisante, structurante. Qu'est-ce que ça consiste à dire ? Ça consiste à dire que tout acte de langage, de communication, façonne la réalité.
Donc, quand on fait un échange, on façonne une nouvelle réalité. Cas très concret, si je vous dis « Salut ma couille » ou si je vous dis « Bonjour monsieur le ministre, comment allez-vous » c'est deux manières de s'exprimer, deux échanges, deux actes de langage, mais qui ne produiront pas organisationnellement les mêmes effets. Deux réalités. Après, à voir si l'autre en face accepte cette réalité ou pas. Donc après, on instaure un cadre de métacommunication, ça c'est autre chose. Mais grosso modo, un acte de langage peut façonner la réalité. De la même manière, quand le maire dit « je vous déclare mari et femme », c'est l'acte de langage qui fait qu'on a la réalité que les deux personnes sont mari et femme, mari et mari, ça c'est pas... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, la communication est organisante. Donc quand je communique, je m'organise. Vous allez voir, en fait, c'est qu'on considère, dans une certaine mouvance de la communication, la comptabilité comme un acte de langage. Et donc la blockchain va nous aider là-dessus. Métacommunication, je l'ai dit, c'est le cadre de référence commun. L'organizing, grosso modo, c'est l'acte de quand je communique, je façonne l'organisation. Donc, grosso modo, plus je communique autour de certaines valeurs, et plus ces valeurs deviennent importantes, et donc plus elles deviennent réelles dans l'organisation. Je vais vous montrer un exemple très concret qu'il va illustrer aussi tout à l'heure. La performativité, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, c'est quand dire, c'est faire. C'est le titre du livre d'Austin. Quand on dit quelque chose, eh bien, il y a des actes parfois de langage qui ne consistent pas juste à décrire quelque chose, mais qui consistent à faire des choses. La ventriloquie, je ne m'étendrai pas beaucoup dessus, mais c'est très intéressant, notamment quand on parle de blockchain. C'est une métaphore qui a été créée par François Courennes et qui est reprise par Bertrand Forêt, dont je vous conseille fortement la lecture. En gros, dans un acte de communication, il y a toujours quelqu'un qui parle et quelqu'un qui fait parler. Les politiques en sont friands, mais ce qui est intéressant, c'est aussi quand on considère à dire comment ça se passe. La comptabilité, c'est un acte de ventriloquie. Je m'explique. Si on considère que c'est un acte de langage, on a d'un côté le ventriloque qui est le comptable, et d'un autre côté la marionnette qui sont les chiffres. Le métier du comptable, c'est de faire parler sans arrêt la marionnette pour lui faire dire certaines choses. Donc notamment, si la marionnette dit 3, le comptable peut faire dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, il faut changer quelque chose, il ne faut pas changer quelque chose. Et ça transforme la réalité. On est d'accord que si demain, je pense que vous travaillez tous dans des organisations aujourd'hui, si demain le comptable arrive en disant on a fait un déficit de 140 000, il va vite façonner la réalité des choses derrière. Sauf que pour que ça marche, et c'est là que c'est très, très intéressant, et vous allez voir que la blockchain illustre tout à fait ça, la marionnette doit résister au ventriloque. C'est-à-dire que si le ventriloque peut tout faire dire à sa marionnette, plus personne n'y croit. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, si on arrive à vous dire avec le même chiffre que c'est super ou que c'est pas bien, et ça vous avez des exemples tous les jours, notamment sur les questions de responsabilité sociale, personne n'y croit. Donc il faut que le chiffre résiste, de la même manière, donc c'est pour ça que j'ai mis Jeff Panaclock, parce que bon, pour ceux qui connaissent, elle lui résiste beaucoup, sa marionnette, mais c'est ça qui crée l'illusion de ce dialogue. Donc on a une notion d'échange, on a une notion d'organizing. Grosso modo, je vais arrêter avec ce mot, pardon, je me suis trompé de mot. Vous avez la RSE qui est un très bon exemple de ça dans l'histoire. Donc on met d'un côté les valeurs à comptable, est-ce qu'on peut rendre compte beaucoup, pas beaucoup des choses, et est-ce qu'on peut les compter beaucoup, pas beaucoup. Compter 1, 2, 3, 4, est-ce que je peux les mesurer, et là, est-ce que je peux en rendre compte, est-ce que je peux montrer aux gens ce que je fais. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on arrive à faire que les valeurs soient à comptable, et plus elles deviennent organisantes. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Et donc, grosso modo, on reconnaît ça dans les périodes de la RSE. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu intéressé à cette question. Si on parle de RSE il y a 20 ans, on était le greenwashing, c'est ce que Gong défie comme les mafias. En gros, on peut dire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas se confronter à une réalité. Donc du coup, on peut parler de RSE, mais grosso modo, putain, je vais pas y arriver. Personne n'y croit. Comptez, hein, peut-être qu'on peut faire un pari dessus. Personne n'y croit. Un peu plus tard, dans les années 2015, on avait la période de l'hypocrisie. C'est là qu'on voit beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire que quand même on commence à avoir des substrats, on va dire, de comptabilité sur les questions RSE, mais qui ne sont pas très performantes. Du coup, elles sont organisantes, mais on ne peut pas dire qu'elles sont non plus au cœur des préoccupations des entreprises. Et progressivement, vous connaissez peut-être, il y a des associations ici sur Toulouse qui parlent de RSE,
il y a des entreprises aujourd'hui, grâce aux efforts de la comptabilité sur les bilans carbone, etc., sont arrivées à prendre quasiment toutes leurs décisions. Elles sont peu nombreuses encore, je ne dis pas que c'est la majorité, mais on peut mettre la RSE concrètement au centre de son organisation et prendre toutes les décisions là-dessus. Pour ça, il faut qu'elle soit comptable et accomptable. Okay, donc ça, c'est vraiment ce que j'essaie de vous faire comprendre. Quand on parle de changement organisationnel, il faut voir changer pourquoi. J'emmène des choses petit à petit. Pour l'instant, on est d'accord, c'est avec le cas de Gilles que ça va vous paraître plus concret. Parce que je fais vite, hein, ça d'habitude c'est quelque chose que je fais en 1h30. Les organisations, vous connaissez peut-être Lalou qui a fait un très bon livre, elles traversent des paradigmes, c'est-à-dire des périodes dans laquelle le modèle se ressemble beaucoup, et donc les organisations ont souvent le même modèle, se ressemblent très fortement. Le plus connu, c'est le scientifique, vous en avez tous entendu parler à l'école, Fayol, Taylor, le Fordisme, ça c'est le plus connu, mais il y en a eu plein. Nous, aujourd'hui, on serait plutôt dans le vert, le postmoderne, l'information. Et donc, pour voir si on peut changer le monde, vu que c'est notre idée de la conférence d'aujourd'hui, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois aux transitions. Il y a des signes qui ne trompent pas, d'après Lalou, et Lalou, il remarque que les signes qu'on a eus ici, on est en train de les ressentir en ce moment. Donc, c'est intéressant pour nous qui voulons changer de monde, peut-être avec la blockchain, peut-être avec autre chose, mais qui voulons changer de monde. On est à la mêlée numérique, donc ce qui nous intéresse, c'est les systèmes d'information. Donc, on va regarder un petit peu les principaux systèmes d'information qui ont réussi à changer le monde à ces périodes de formation. À chaque fois qu'on a inventé une nouvelle manière d'écrire les choses, on a un système d'information comptable en face qui permet de créer un modèle. D'accord ? Donc, je vous explique. Invention de l'écriture. Ça correspond à la période où l'homme devient agriculteur. On a un problème qui est très important, qui est celui des échanges. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les échanges sont décalés. C'est-à-dire que si vous faites du mouton, moi je fais du blé, ce n'est pas la même période. Donc si moi je fais du mouton et vous du blé, il faut qu'on se fasse confiance, c'est-à-dire que je vous paye un peu plus tard. Il y a la notion de débiteur-créditeur qui arrive pour la première fois. Donc, comme le troc ne marche plus, on est obligé de faire des systèmes, donc ça c'est la boule à calculer, on met des artefacts à l'intérieur d'une boule en terre cuite qui représente en gros 3 sacs de blé contre 3 moutons. On les met dans la boule à terre cuite, on l'enferme dans une maison, et le jour où le crédit, on va dire, prend effet, où le remboursement doit avoir lieu, on casse la boule en terre cuite, et là, on voit concrètement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Un peu plus tard, on crée l'imprimerie. Donc là, du coup, vous comprenez bien que ce n'est pas le système c'est pas la période qui crée le système d'information, c'est le système d'information qui crée la période. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas faire d'agriculture, très concrètement. Un peu plus tard, l'invention de l'imprimerie, on veut faire de l'industriel, c'est-à-dire qu'on veut commencer à faire des choses en grand volume, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'imprimerie. 2 livres sont imprimés au début de l'imprimerie, la Bible et le Tractatus Particulari de comptabilité. Donc en fait, le livre de Luca Pacioli, c'est celui qui fait la comptabilité à double entrée, qu'on applique toujours aujourd'hui, crédit, débit. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de faire des prêts à risque, tout ce qu'en fait fait le libéralisme capitaliste aujourd'hui. Il crée le compte capital, et donc le compte capital, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes d'information, on a d'autres moyens d'écrire les choses, et moi je me dis, est-ce que la blockchain, qui est un système comptable, je vais vous le montrer, pourrait pas être notre petite révolution du moment. Donc en gros, on arriverait à ça. Entre l'ère agraire et l'ère entre l'ère cueilleur-pêcheur, etc., et l'ère agricole, un premier système d'information, plus la comptabilité, etc., jusqu'à la blockchain. Donc, est-ce que c'est pas ça notre hypothèse ? Et donc, a priori, on s'approche de plus en plus de notre but. Donc, la question, c'est comment la blockchain peut transformer les organisations. La blockchain, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est décrite dès le départ. Alors, tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la blockchain ? Ou est-ce que ça va à peu près ? Ok, je vais vous expliquer du coup. La blockchain, c'est un système d'information qui présente des caractéristiques très intéressantes qui sont notamment et principalement celles d'être décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. Donc elle permet d'enregistrer les échanges pair à pair.
très classiquement, on peut faire un échange, à la base c'était monétaire, mais aujourd'hui on arrive à en mettre d'autres, et c'est là qu'on va en venir, des échanges monétaires sans avoir un organe central ou sans avoir d'intermédiaire. Pas de banque, pas de notaire, pas de... Dans la blockchain, ils ne servent pas à ça. Peut-être ils serviront à autre chose. Je pense qu'ils ont d'autres rôles à jouer, mais pas celui-là. Donc, on peut échanger des devises, des jetons, ça je vais y revenir plus tard, sans organe de contrôle. Ce qui est très intéressant. Je ne vais pas vous faire ça très longtemps parce que je pense que c'est un peu long et donc on va venir à la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, la blockchain a des particularités comptables qui sont exposées comme telles. Je veux dire, les créateurs de la blockchain, on ne les connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont créé une technologie comptable, vu que c'est un grand livre de comptes sur lequel on peut enregistrer des informations financières. Et surtout, et c'est là que vous allez commencer à comprendre ce que fait Gilles, ce qui est intéressant, c'est que donc, si on peut créer de la monnaie, que ce soit Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez, ce n'est pas très intéressant ici, on peut créer tout simplement ce qu'on appelle un jeton. Un jeton, un token. Donc aujourd'hui, il y en a plein qui existent, vous les connaissez peut-être certains, vous allez en découvrir un tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me dis, et c'est là que mes recherches sont actuellement stationnées, on va dire, c'est que si on peut créer un jeton, c'est qu'on peut créer la même chose qu'une unité de mesure. Je ne sais pas si vous savez comment on a créé le mètre en France. Le mètre, le problème, c'est qu'il y avait le mètre Tarbé, le mètre parisien, etc. Donc, au moment de la Révolution, on est très embêté quand on veut faire nation parce que personne ne parle de la même chose quand on parle de distance. Comment on fait? On prend une barre de fer à la Révolution, on coupe arbitrairement la barre de fer, c'est un mètre. La barre de fer, vous pouvez toujours la voir au Louvre, c'est super, une barre de fer, tout con, qui est de 2 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous parlais d'INA comptable, donc de notions que les organisations voudraient être structurantes et voudraient rendre compte et de faire comptable. Je me dis, si on peut créer un jeton arbitrairement pour faire des choses comme le Bitcoin qui ont leur intérêt, est-ce qu'on ne peut pas dire on crée un jeton de la connaissance et donc, en même temps, donner une unité à la connaissance. Je dis connaissance, c'est un exemple. On peut dire un jeton RSE, on peut dire un écu vert, vous verrez juste après à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, on pourrait mesurer les échanges qui sont faits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouverait avec tout un arsenal de mesures qui varierait en fonction des organisations, en fonction de... je veux dire, peut-être que Facebook mesurerait le like, alors que Permafuture mesurera l'eau, des choses comme ça. Mais chacun pourra avoir vraiment ce qui compte pour lui, et donc peut-être changer le monde avec ça, puisqu'ils auront pour la première fois une unité à mettre sur des valeurs, à voir après si elles deviennent performatives, dans le sens que je vous ai montré au début. C'est exactement ça ce qui est écrit ici, pour aller assez vite. Il y a des choix après qui sont techniques, qui sont le choix de savoir si on fait ça sur des blockchains privées et publiques, en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, on pourra peut-être en parler après dans les questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même partagé par les spécialistes de la blockchain. Donc ça, par exemple, ça fait partie d'une recherche que j'avais fait, où on a des gens qui maîtrisent la blockchain, qui nous disent que la blockchain, elle est bien capable de rendre compte de tous les aspects physiques ou logiques des échanges financiers, du CO2, du cadastre, des décès, vraiment de tout, c'est ce qu'il nous dit. Enfin, on peut tout mettre dans une blockchain. Donc ça, c'est hyper intéressant comme propriété pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup d'organisations. Avec ces systèmes, et c'est exactement ce que va vous montrer Gilles, on peut créer un écosystème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut mesurer des échanges, si vous, par exemple, ce que vous mesurez, c'est la connaissance, il y a de fortes chances que les entreprises qui échangent avec vous soient des entreprises qui soient sensibles à cette même unité, à cette même valeur, entre guillemets. Mais là, je ne parle pas de valeur comme on attend sur les entreprises agiles, par exemple, c'est la valeur au sens value. Okay, donc, on a une création, c'est ce qu'on peut espérer, on aurait des créations d'écosystèmes entiers autour d'une valeur, donc la valeur deviendrait constituante des organisations, métacommunication, ils font ça autour, donc normalement, comme la RSE, elle devient constituante. Ok ? Ça va ? Et donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si on a un écosystème réuni autour d'un seul token qui, en gros, demande d'intervenir aux gens, ça veut dire d'avoir des actions concrètes, alors le simple fait de rentrer dans la blockchain et le simple fait de son existence
la blockchain obligerait les organisations à une action en faveur du token qui a été créé. Donc si vous faites un token RSE, vous obligez les entreprises qui participeraient à ce réseau à avoir des actions RSE. Si vous faites des actions d'un token de connaissance, ça oblige à avoir des actions de connaissance. C'est l'idée. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Grosso modo, on peut résumer ça à une méta-organisation comptable autour d'une même valeur grâce à un système d'information novateur, la blockchain. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette hypothèse, on l'a vérifiée. C'est-à-dire qu'on a fait une étude sur 70 entreprises, et toutes les entreprises qui visent à adopter une blockchain, enfin la majorité des entreprises, on va dire, qui visent à adopter une blockchain, elles ont aussi un très fort niveau d'engagement RSE, donc pas que environnemental, je parle aussi social, etc. Donc elles ont une idée du futur, en tout cas, c'est-à-dire que, est-ce que c'est la bonne? C'est pas mon propos, ça ne me regarde pas, mais en gros, elles ont une idée du futur, de comment il doit être, et surtout, elles se disent que le système organisationnel actuel ne leur convient pas. Elles essayent des choses, libérées, agiles, chacun fait sa cuisine, ils essayent, et c'est bien normal et tant mieux, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve ce triptyque en permanence. Et vous allez voir que Gilles ne va pas du tout démontrer à cette règle, donc on va passer à la partie cas pratique, mais vous allez voir que Permafutur, c'est une organisation que je ne connaissais pas il y a plus de 3 semaines, je pense, que j'ai découvert. Et donc, quand il a rejoint la commission blockchain que j'anime, je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, parce que c'est rigolo, j'en parle depuis 5 ans. On ne connaissait pas beaucoup d'organisations qui avaient concrètement pensé à ce système, mais 5 ans après, on a une organisation, et il y en a d'autres, hein, j'aurais pu amener 2-3 personnes avec moi que je commence à côtoyer, mais lui, c'est un peu comme dans les tours de magie, je ne le connais pas, mesdames et messieurs. Mais donc ce qui est rigolo, c'est que, vous allez voir, ça colle parfaitement au modèle scientifique dont on parle depuis 5 ans. Donc Gilles, si tu veux nous présenter ça, merci. Ça me fait plaisir. Donc je suppose que la blockchain, c'est plus clair pour tout le monde maintenant. Ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivé à la blockchain par ta démonstration, Aurélien. Mais effectivement, oui, ça se regroupe quelque part. Puisque moi, j'ai pensé à arriver à une blockchain, bien sûr, par le côté qu'on connaît tous, qui est un peu vulgarisé, par les échanges de monnaie. Mais je suis allé voir un petit peu plus loin pour savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre derrière, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec cette blockchain. Et donc, avant de vous développer le projet EQVert, donc nous l'avons nommé comme ça, hein, ce sera notre monnaie d'échange. Donc, avant de développer ça, Permafutur, donc c'est une association. J'en suis le représentant aujourd'hui bénévole. Nous avons voulu faire une association, donc nouvelle génération. Hein, ça existe depuis 3 ou 4 mois. Excusez-moi, c'est pas facile de parler avec le masque. C'est tout récent. C'est la période après confinement. Hein, nous sommes regroupés. C'est des rencontres entre pas mal de personnes. On est une quinzaine de tout horizon, hein, de la campagne, de la ville, des jeunes, des moins jeunes. Et donc on a voulu faire quelque chose, se dire c'est maintenant qu'il faut le faire. Et la permaculture va nous permettre de mettre en place un modèle. Mais je veux dire, le choix de faire une association, c'est justement le choix de faire un nouveau modèle. Et donc la blockchain, moi j'y suis arrivé comme ça, parce que c'est aussi quelque chose qui n'existe pas beaucoup encore. Et voilà, qu'on voulait expérimenter. Et grâce à Aurélien, je trouve le tremplin et la méladour pour pouvoir en parler. Donc c'est super. Donc voilà, donc Permafutur, c'est cette rencontre entre des personnes qui veulent faire quelque chose, et c'est aussi la rencontre avec un professionnel, avec une entreprise qui s'appelle Green Sentinel, dont le responsable de cette entreprise, Pascal Pellé-Lézac, depuis 20 ans déjà, travaille dans la Green Tech. Donc il essaye d'inventer des techniques qui vont un petit peu révolutionner l'agriculture. Donc je pense qu'on peut passer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le sujet, c'est comment réinventer l'agriculture. Mais avant de la réinventer, nous, on voudrait déjà essayer de la sauver par l'économie de la régénération. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie de la régénération? Donc, régénérer,
c'est réparer ce qui est cassé. Régénérer, c'est remettre du vivant où c'est mort. Et donc, qu'est-ce que l'agriculture intensive a tué? C'est les sols. C'est les sols. Il faut savoir que 75% des terres arables de la planète sont détruites dû à la culture intensive, aux intrants chimiques. Donc les scientifiques nous alertent suffisamment pour ça. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez d'écho, mais les scientifiques nous disent aujourd'hui il nous reste 60 récoltes, pas plus. Donc dans 60 ans, le peu de terres arables qui reste va aussi disparaître. Donc le travail de Pascal Pellé-Lézac, Green Sentinel, c'est justement d'avoir travaillé sur le terreau, remettre la terre, remettre du vivant dans la terre. Et Permafutur donc s'appuie sur cette technologie pour s'installer, pour essayer de fédérer. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un lieu de rencontre, parce que beaucoup de personnes font de la permaculture, chacun un peu chez eux, chacun dans leur coin, chacun leur technique. Et en fait, il n'existe pas d'endroit où on peut tout mettre sur la table et savoir ce qui est bien ou pas. Donc le Permafutur, c'est ça en fait, c'est un hub. On veut mettre tous les acteurs ensemble, aussi bien agriculteurs que numériques, parce que justement, on a besoin du numérique pour développer notre projet. Oui, c'est bon, tu peux... Si tu vas dans le mauvais sens. Et donc sur la diapo d'avant, il y avait aussi l'agriculture urbaine, parce que Green Sentinel, c'est l'agriculture urbaine, c'est justement végétaliser les villes qui en ont grand besoin, avec justement des techniques, avec de la bonne terre, de la terre mycorhizée, de la terre qui va produire des bons légumes avec du goût et de la valeur nutritive. Donc Green Sentinel, c'est le modèle urbain. Permafutur se veut être le modèle rural. Donc on va développer, nous plutôt, tout ce qui est agriculture à la campagne. Donc pour mettre en place un réseau, on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. Il faut bien sûr inclure énormément de monde dans notre réseau, et on voudrait d'ailleurs qu'il soit même de plus en plus conséquent. Donc bien sûr, Permafutur sera au centre, puisque c'est nous qui allons faire les inscriptions sur la blockchain, enfin, tout du moins la partie token, qui sera la monnaie d'échange. Mais bien sûr, on va inclure dans notre projet Green Sentinel, les collectivités, donc c'est la commune où on souhaite s'installer, c'est la communauté de communes, c'est la région, les partenaires de Green Sentinel, les sponsors, les adhérents, les fournisseurs, les clients, les crypto-utilisateurs. Donc on veut vraiment un réseau assez conséquent. Donc voilà, donc ça c'est le bâtiment qu'on souhaite investir. Donc nous avons demandé à la commune de Castelnau-Rivière-Basse, donc si on pouvait investir ce bâtiment qui n'est pas utilisé depuis de nombreuses années. Donc ça nous permettrait d'avoir un joli point de départ, un joli siège social. Il y a également un autre bâtiment sur la commune qui va bientôt être disponible. Et voilà, il y a une capacité d'accueil assez importante, et on aimerait bien faire un petit centre de formation, un grand centre de formation et même un pôle de recherche. Alors voilà un exemple de ce que c'est la culture Green Tech. C'est de proposer de la culture verticale en murs légumiers avec du substrat mycorhizé, donc du substrat de grande qualité. Donc ça permet de cultiver des légumes qui auront toutes les qualités nutritives et gustatives. Donc pour avoir ce bon substrat, il faut aussi avoir le bon outil. Donc là, c'est un lombricomposteur pulseur, récupérateur pulseur. C'est-à-dire que c'est une innovation aussi de Green Sentinel. Donc ce composteur, il est équipé d'un biofiltre qui récupère le CO2 et qui le réinjecte dans le terreau. Donc on a là enfoui le CO2 au lieu de le libérer dans l'atmosphère. Donc c'est également aussi tout un système qu'on va mettre en place dans la culture verticale. Donc c'est de la technologie, c'est le système d'irrigation
par intelligence artificielle. Donc, ils fonctionnent avec des tensiomètres, des capteurs qui sont capables de donner la bonne quantité d'eau au moment précis à la plante, sans plus. Et bien sûr aussi, on veut développer l'agrivoltaïque parce qu'on veut être notre propre fournisseur d'énergie dans la mesure du possible, si on pourra. Et puis également, l'avantage, c'est que l'agrivoltaïque, ça permet de nous rapporter pas mal de données, donc des données météorologiques notamment. Pourquoi ça s'est coupé? Non, je crois que tu vas dans le mauvais sens. Ah ouais, je sais pas pourquoi ça fait. Voilà. On Et peut puis, peut-être passer à cette partie. oui, voilà. Donc là, c'était le jardin mandala parce qu'on veut aussi faire un endroit où les gens qui vont venir à notre rencontre puissent se former aux techniques simples de la permaculture, les techniques de base. Alors, la blockchain dans tout ça, ouais, effectivement. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fait de l'agriculture, mais on fait aussi de la technologie. On va avoir énormément de données. Donc, l'idée, c'est de ces données, on va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer de faire du comptable avec de l'INA comptable, ou quelque chose comme ça. Je ne dois pas utiliser les bons mots. Mais voilà, c'est ça, c'est de se dire, ces données, on va essayer de les transformer, de leur donner une valeur. Et voilà, donc c'est bien sûr créer les conditions de la confiance dans le monde de la green tech et de la culture gérée et bio-raisonnée. Ça, c'est un leitmotiv, hein, la culture gérée. Tout ça pour améliorer la gestion de la ressource en eau. Finalement, si on arrive à juste donner la bonne quantité d'eau au moment où il faut, on va économiser de l'eau. Et bien sûr, la ressource, elle n'est pas inépuisable. Et le renforcement des biotopes, donc bien sûr, ça passe par remettre une terre vivante. Donc, nos données, justement, on voudrait les inscrire dans un système fiable, décentralisé et partagé. Et ça tombe bien, la blockchain, c'est ce que ça fait, quoi. Donc voilà, donc la blockchain, pour qui? Pour nos partenaires, nos adhérents, nos clients, nos fournisseurs, les élèves. Hein. Voilà, on veut vraiment que tout le monde puisse y prendre part et faire fonctionner le modèle. Je voulais juste que, si tu peux revenir. Et on a pensé également au RSE des entreprises, qui n'était pas inclus dans la boucle jusque-là. Mais on s'est dit, peut-être qu'il y a des entreprises qui, justement, sont soucieuses de leur RSE, qui voudraient faire quelque chose et qui ne savent pas comment faire ou qui n'ont pas la possibilité. Donc, on voudrait ouvrir aussi la porte aux entreprises qui pourraient venir dans notre réseau avec nous, acheter nos écuverts et comme ça de se prévaloir d'un investissement responsable. Pourquoi pas? Alors, comment la blockchain, on la voit en fait? Comment elle pourrait fonctionner chez nous? Donc là, il y a deux concepts. On s'est appuyé sur deux piliers. Donc l'écuvert, qui sera une monnaie d'échange, comme sur les autres blockchains, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, parce qu'il faut que ça fonctionne. Et le deuxième pilier, c'est un écucert. Et l'écucert sera justement la transcription de nos pratiques qu'on dispense. Donc, par exemple, on pourra enregistrer un écucert sur une production. Je ne sais pas, on fait 10 kilos de tomates et on sait précisément combien d'eau on a utilisé pour ces 10 kilos de tomates. Donc, ce sera une donnée précieuse. Donc, on l'enregistrerait sur la blockchain. Ça et autre chose, hein, le CO2, la qualité de la terre, combien de CO2 la plante a absorbé, enfin, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est que plutôt que de créer de la valeur, de l'argent, comme c'est créé aujourd'hui sur des emprunts, sur la dette, l'idée, c'est de créer des écuverts sur de la valeur. Donc, quand un certificat sera enregistré sur la blockchain, il y aura admettons, il vaut 100 écuverts, donc 100 écuverts seront émis dans le circuit. Et on voudrait que sur ces 100 écuverts,
50 écuverts aillent à la personne qui a créé le certificat, puisque le certificat, on voudrait qu'il soit créé par tous les membres du réseau. Chacun pourra créer un certificat. Et on voudrait qu'une moitié, l'autre moitié, aille dans un pot commun que j'appelle le pool DeFi. Et c'est un pot commun qui permettrait, qui aurait plusieurs fonctions. Il aurait la première fonction déjà de pouvoir organiser une gouvernance, puisque chaque acteur pourra voter sur des projets qu'on voudrait financer. Donc vraiment créer un mode de financement nouveau. Et les projets, ça pourrait être une solidarité pour une association, une aide à la conversion écologique agricole, une levée de fonds, pourquoi pas, ou même une initiative territoriale. Donc on aurait vraiment un moyen financier de pouvoir investir dans des bonnes actions. Et aussi la pool DeFi, donc ça fonctionne comme ça aujourd'hui sur le réseau Ethereum. Ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, c'est qu'il manque de liquidité. Et la pool DeFi, donc c'est des investisseurs qui mettent leur crypto-monnaie dans un pool, ils le prêtent, donc il y a des gens qui l'empruntent, donc du coup ça rapporte des intérêts. Et voilà, donc on voudrait faire fonctionner ça pour avoir un retour sur investissement aussi de tous les investisseurs. Donc ça veut dire que l'argent il est créé par la valeur. On pourrait même envisager des prêts. Prêter à un agriculteur qui veut changer de méthode, par exemple. On pourrait envisager de prêter et les remboursements, on les mettrait dans le pool. Donc ça veut dire qu'on emprunte de l'argent, mais c'est créé sur de la valeur. Et même l'emprunteur, il rembourse dans la pool qui lui renvoie un retour sur investissement. Donc là, on fait les choses un petit peu à l'envers. Mais bon, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et bien sûr, la monnaie, on la ferait en conformité avec la loi Pacte, bien évidemment. Et nous voulons aussi demander un visa AMF pour présenter un projet qui tient la route. Donc, ce qui fait que la monnaie elle serait cotée sur une plateforme d'échange et on pourra très vite l'échanger contre des monnaies fiduciaires normales. Des euros, des dollars, il n'y a aucun problème. Voilà pour ma présentation. Donc, on a imaginé une projection dans le temps. Et j'avoue que ça n'a pas été facile parce que se projeter sur un modèle qu'on est un petit peu en train d'inventer, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. J'espère que ça ira assez vite. Et là, on est déjà à l'étape 1 parce qu'on a déjà codé un smart contract sur la chaîne Ethereum. Donc l'écuvert, il existe, il est né. Sauf qu'on le garde sur un réseau test. Il est sur le réseau test Rinkeby, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc justement, on voudrait quand même le faire fonctionner. Et d'ailleurs, vous pouvez, après la conférence, si vous le souhaitez, venir ouvrir votre premier portefeuille de crypto-monnaie. On va vous envoyer des écuverts. Et c'est pour essayer justement de faire le maximum de transactions pour vérifier notre smart contract et renforcer sa sécurité. Donc ça, déjà, l'étape 1, on y est. L'étape 2, on voudrait lancer un crowdfunding pour nous aider à financer la blockchain, parce que combien ça coûte, là, personne n'est capable de me le dire. J'ai de tout, hein, j'ai des 30 000 euros, j'ai des 150 000 euros, enfin, il y a absolument tout. Donc on n'en sait absolument rien. Donc on voudrait faire un crowdfunding déjà pour savoir si ça peut intéresser des personnes qui ne nous connaissent pas, si ça pourrait les intéresser d'avoir des écuverts. Donc c'est une bonne idée. Troisième étape, notre visa AMF, qui aujourd'hui est facultatif. Et ça permet quand même de poser les choses sur la table, de bien faire attention que l'argent n'est pas dilapidé quand on va lancer une ICO. C'est de faire attention que l'argent ne vienne pas du blanchiment ou du terrorisme, ce genre de choses. Et donc ensuite, une ICO. On aimerait se lancer dans une ICO. Alors, une ICO dans le monde agricole, je crois que ça, je l'ai jamais vu. J'ai cherché, mais je l'ai jamais vu. Dans les énergies renouvelables, oui, mais agricoles, non. Donc voilà, on aimerait innover aussi
par ce mode de financement-là. Et une fois que c'est fait, bien sûr, ce sera coté sur un marché secondaire et vous pourrez échanger vos écuverts que vous aurez réservés contre des euros ou les réinjecter dans notre réseau, puisqu'on espère vraiment l'étendre et qu'il y a des commerçants qui puissent aussi y participer. Ben voilà, merci, merci de votre attention. Donc, pour conclure, oui. Je pense que j'avais mis ça qui s'y prête bien. Alors, déjà, on pourra bien applaudir Gilles parce que c'est la première fois qu'il présentait. Je sais pas du tout un habitué des présentations, non. Et c'est la première fois qu'il présentait son projet. Donc, je l'ai senti stressé. Mais comme je l'ai dit, si je l'ai emmené ici aujourd'hui avec la mêlée à Dour, c'est parce que honnêtement, c'est un des rares projets qu'on m'a mis en main qui était aussi bien fait dans le sens où c'était aussi réfléchi, aussi détaillé, etc. Et il est vraiment d'une grande qualité. Donc si vous êtes intéressé par ces questions blockchain, je vous invite vraiment à suivre le projet Permafutur. Si ce n'est pas pour le projet agricole, même s'il peut plaire, ce sera au moins pour cette architecture blockchain qui est intéressante parce qu'on l'avait pressenti arriver dans des recherches et que visiblement il y a d'autres esprits qui, sans s'être rencontrés, ont les mêmes idées. Donc c'est qu'a priori, on devrait, et c'est un des signes que la Lou a fait présenter dans le changement de paradigme, c'est qu'a priori, il devrait y avoir quelque chose qui va émerger. Donc nous, on est très enthousiastes de voir, d'accompagner Gilles là-dedans et de voir ce que ça va donner. Merci. Et donc, on va finir, mais je crois qu'elle n'a plus de télécommande, en fait, plus de piles. La télécommande. Voilà, c'est juste, j'aimais bien pour finir ça, c'était une phrase de Margaret Mead, qui est une anthropologiste très célèbre américaine, qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde, puisqu'en fait, c'est toujours comme ça que le monde a changé. Donc, peut-être que, du moins, le monde agricole, aujourd'hui, aura changé. Et si d'autres personnes se sentent inspirées par le modèle, peut-être qu'elles peuvent le changer dans d'autres domaines. » On va essayer. Voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci. Merci. Peut-être des questions en ligne. Pardon. Sur les étapes, oui. En deadline, en date, Moi, j'aimerais bien 1 an. J'aimerais bien 1 an. Vous pouvez juste répéter les questions Oui. Oui, sur la feuille de route, quelle est l'échéance qu'on se donne, c'est ça? Voilà, moi, je pensais en 1 an, ce serait possible. Mais pour Aurélien avoir quelques expériences là-dessus, 1 an de là à là, peut-être. Voilà. Non, j'exagère un petit peu, mais non, ce qu'il faut voir, c'est ils ont créé quelque chose qui est très intéressant, vraiment, qui est cette blockchain test. Je pense je pense qu'elle en est au début du test. C'est-à-dire qu'en fait, cette phase de test va durer très longtemps. Plus longtemps que ce que tu laisses faire. Mais c'est normal, je veux dire, vous êtes à la genèse du projet et c'est normal, on a l'impression qu'en 5 minutes, ça va être fait. Et tant mieux parce que c'est ce qui va vous faire garder votre optimisme. Mais pour avoir un petit peu d'expérience sur certains processus, tout ce qui va être en rapport à l'AMF, c'est très long. C'est des projets qui sont énormes, où il faut être accompagné, etc. Donc rien que le temps de trouver avec qui on va se faire accompagner, c'est du temps. De toute manière, c'est pas très grave, vu que ce projet est innovant, donc grosso modo, il va s'étaler dans le temps. Et alors, nous, en recherche, on est peut-être plus habitués à ces démarches, à 5, 10 ans, etc. Mais je pense qu'il y en a pour plusieurs années quand même. Alors, plusieurs années avant d'avoir quelque chose de parfaitement comme on vous l'a présenté dans la projection. Mais il y en a pour plusieurs années, mais il y aura des choses très intéressantes avant dans tous les cas. On compare avec Ethereum, justement. Est-ce qu'ils sont passés par ce planning-là, ces étapes-là? Et si oui, combien de temps on a à peu près pour Ethereum entre chaque étape? Alors, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la crypto Ethereum. Ce n'est pas celle, à titre très personnel, je la conteste un petit peu, on va dire, cette crypto-monnaie, enfin cette blockchain derrière, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis
pas tout à fait d'accord. Mais non, ça c'est vraiment le planning de Gilles, c'est-à-dire c'est intéressant, c'était aussi, mine de rien d'être là aujourd'hui, c'était une manière pour lui de fixer un planning. Au départ, il avait mis des dates, je lui dis, mets plutôt un nombre d'étapes. Et c'est intéressant de voir si on va passer par ces étapes-là ou pas. Donc c'était aussi, il est dirigeant à sa manière d'un système. C'est intéressant de voir si finalement des gens qui espèrent adopter la blockchain, un cas pratique de la blockchain, vont passer par les étapes qu'ils attendent, qu'ils expectent, quoi. Donc est-ce qu'elles sont passées par là? Non. En fait, je ne connais pas de projet qui ait fait ces étapes-là pour l'instant. Voilà. Je connais d'autres projets d'adoption blockchain. Ils ont des choses qui sont un petit peu différentes, malgré qu'on commence quand même à avoir cette logique, comme je vous ai présenté, de création d'un jeton qui veut dire qu'il y a un sens pour la personne. Notamment, la plus connue, c'est quand même le SolarCoin, qui ressemble quand même beaucoup à ça. Avec pas tout à fait les mêmes moyens derrière, vu que c'est Elon Musk qui la promeut, mais il n'y a pas la certification AMF derrière, mais la logique globale est quand même la même, et il y a une logique comptable, etc., comme il a, et comme j'ai présenté au début. Je pense que je vais passer un coup de fil à monsieur Elon Musk. Ça va peut-être nous faire accélérer. Donc, désolé pour Ethereum, j'ai pas la réponse, mais... De quoi? Comme je le voyais écrit, en fait... Non, c'est parce qu'en fait, il a codé son test sur Ethereum. Oui, voilà. On a un smart contract sur la blockchain Ethereum. Voilà. Et parce que c'est aussi la blockchain aujourd'hui la plus accessible, la plus connue, et où on peut justement... moi, je ne suis pas du tout codeur, développeur, ça m'intéresse, je le fais depuis pas mal d'années, comme ça, par plaisir. Voilà, j'ai réussi à coder un smart contract. Ce qui me fait dire principalement qu'il ne restera pas sur Ethereum, c'est le fait qu'Ethereum utilise la Proof of Work, c'est-à-dire la même chose que Bitcoin et que beaucoup d'autres blockchains, qui est très consommatrice en énergie, et c'est pas du tout congruent avec son projet. Le projet, ouais. Donc justement, je suis en train à ce moment de lui présenter des chercheurs et d'autres personnes qui utilisent d'autres systèmes de preuve, comme la Proof of Behavior, c'est-à-dire la preuve de comportement, qui va beaucoup plus dans le sens de la chose, mais j'espère qu'on vous en reparlera un peu plus tard, parce que ça, c'est vraiment... Bien sûr. Personnellement, je suis sur un article là-dessus avec Bertrand Forêt, Monsieur Lamarck et j'ai oublié son prénom de l'autre, il va me tuer, c'est pas grave. Samy, ça s'appelle. C'est pas vrai. Les questions-réponses sont pas enregistrées. Bon. Mais donc c'est un article sur lequel je suis en ce moment. Agile, je suis en train de lui en parler aussi. Donc c'est quelque chose qui va, je pense qu'il va passer par un autre système. Après, c'est à lui, à son association, qui prendra la décision. Mais je pense que c'est plus logique qu'il passe par d'autres systèmes de preuve que la Proof of Work, qui est très consommatrice d'énergie et qui sera pas très durable. Pour un projet comme ça me paraît quand même un peu compliqué. Voilà. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est aujourd'hui sur les recherches de ceux qui veulent intégrer la blockchain, c'est justement ça, c'est de trouver une blockchain qui soit justement en accord avec ce qu'on prône, voilà. L'économie d'énergie. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des sites pour suivre justement bien les études que vous faites. Alors, je pense que le mieux, alors, il va vous donner... Oui, la question c'est est-ce qu'il y a un endroit pour suivre tout ça? Alors il y a ça, mais si vous êtes très intéressé par ces questions et par notamment nous rejoindre dans la réflexion, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est nous rejoindre à la commission Laméladour, la commission blockchain. Je vous assure que c'est passionnant. On se réunit une fois par mois en visio. Et même quand ça va être un peu passé, ces histoires de Covid, on continuera à maintenir la visio. C'est un engagement que j'ai pris parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a des gens de Londres, de Strasbourg, tout ça, qui nous suivent. Donc au bout d'un moment, de Grenoble. Donc il faut qu'on les garde avec nous. Donc si vous êtes de Toulouse ou d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. Il suffit donc c'est Laméladour. Vous allez voir, il y a la page de la commission. Bon, on est en train d'y bosser. Voilà. Mais donc vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Je pense que c'est
le moyen le plus sûr que je vous mette dans la boucle. Je vous enverrai les coordonnées de Gilles, de tout ça. Mais voilà, donc je pense que si vous êtes intéressé par ces questions, l'idée c'est que chaque mois, on reçoit un expert d'un sujet que je vais chercher avec mon bâton de pèlerin. Ça peut être l'AMF, ça peut être des chercheurs, ça peut être des gens qui ont un projet comme Gilles, etc. Ils en discutent très rapidement. Et l'idée, c'est que derrière toute la commission, Julie en fait partie, juste derrière aussi. Donc, et derrière, on va discuter de ces sujets. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour suivre un petit peu tout ça, à la fois le côté recherche, pratique. Voilà. Et concrètement, sur permafuture.tech, où là, vraiment, on explique toute la démarche, tout ce que je vous ai expliqué. C'est sur ce petit site. Et la mêlée Hadour et la commission blockchain, au mois de mars, on va essayer de la faire sur place depuis Permafuture. Donc j'espère qu'on aura un petit peu avancé d'ici là. Et j'espère surtout qu'il n'y aura plus le Covid. Oui. Alors, 2 questions en ligne. Alors, tu veux que je réponde peut-être? Oui. Alors, la régulation, va être... Alors, pour ça, je trouve que le schéma... Alors, ça ne fonctionne pas, ce truc. Mets-toi peut-être à ton schéma. Alors... Alors, là, donc du coup, il y avait la question de la régulation et de la spéculation. La spéculation, aujourd'hui, elle est impossible tout simplement parce qu'il est sur, il est sur une version test. Donc aujourd'hui, c'est pas possible actuellement. Plus tard, ça sera possible de spéculer sur les couverts. La question, ça va être est-ce qu'ils vont accepter ça ou pas? Et ça, c'est un petit peu difficile d'y répondre aujourd'hui. La question, elle est tôt, mais c'est intéressant parce que c'est une question qui va devoir se poser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont devoir se demander est-ce que ça nous intéresse, est-ce que ça va servir notre cause ou pas, que les gens puissent spéculer sur ce token. Si oui, il va falloir faire en sorte que les gens puissent le faire. Et sinon, il va falloir faire en sorte que les gens ne puissent pas le faire. Et c'est vrai que sur les questions de cryptoactifs, ça peut être compliqué. Mais c'est intéressant de voir comment on va faire. C'est une réponse de Normand, mais c'est un petit peu le cas. La régulation, ça dépend de ce qu'on entend pour régulation. Je ne suis pas spécialiste des financiers, mais ce qui est intéressant, c'est que la régulation, à part ici, à cet instant-là, l'écuvert va sortir sa valeur, si ça fonctionne, non pas de la valeur des autres cryptoactifs, mais de la valeur de son propre réseau. Donc c'est comme ça qu'elle va se réguler. C'est en gros, est-ce qu'elle va être attractive? Est-ce que les échanges qui vont se passer à l'intérieur de Permafuture vont être attractifs ou pas? Et donc je pense que la régulation va majoritairement se passer comme ça. Après, ça va aussi faire partie, et là je pense qu'il faut tous être conscients de ces limites, ça va faire partie notamment quand on va aller tu vas aller sur les questions avec l'AMF, etc. Ça va faire partie du travail d'aller chercher des gens qui sont des financiers. Des financiers, d'ailleurs. Pour ça, je t'avais invité, et je pense qu'on ira avec la Mêlée Hadour, on va au salon, c'est pas un salon, pardon, c'est au congrès scientifique qui se passe à TSE, Toulouse School of Economics, en octobre. J'ai pas les dates en tête, c'est autour du 28, quelque chose comme ça, c'est Tokenomics. Donc en fait, là, c'est quoi 27 et 28, je crois, Tokenomics. Bon, c'est tout en anglais. Moi, ça ne me dérange pas, mais peut-être qu'il y en a que ça dérange. Et là, c'est vraiment des scientifiques en finance et sur la blockchain qui vont discuter de ces questions-là. Donc, ça va faire partie, très concrètement, des questions qui vont se faire poser. Donc, donner une réponse aujourd'hui, ça serait un petit peu malhonnête. Voilà. Mais la réponse est, j'ai envie de dire non, parce qu'on ne le destine pas à ça. On veut créer cette valeur pour qu'elle soit réinjectée et qu'elle serve vraiment à faire quelque chose pour la planète. Donc c'est vraiment le but. Après, si effectivement il y a des traders qui s'en emparent, ça on pourra peut-être pas faire grand-chose. Ou alors il va falloir étudier la question. Tout à fait. Et la deuxième question, Proof of Behavior, oui. Qui validera les échanges de tokens? Alors, justement, ah oui. Donc, dans le cas d'une Proof of Behavior, qui va valider la transaction? Donc là, il y a 2 choses. Il y a l'article sur la Proof of Behavior est sorti, donc si la personne est très intéressée, elle peut le trouver. Donc c'est
C'est Pascal Lafourcade qui l'a écrit. Il est très intéressant. Je vais vous expliquer un petit à peu près. Je vous explique pour si vraiment la personne va approfondir. Et deuxième chose, il présente à Tokenomics. Donc cette question du proof of behavior sera abordée à Tokenomics. Dans la proof of behavior, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on valide le réseau de la même, c'est une blockchain, hein, donc c'est le réseau, valide la transaction avec la preuve d'un comportement. Donc concrètement, quel exemple ils donnent pour ça? Eux, ils ont créé une token qui s'appelle l'EcoMobiCoin. Donc l'EcoMobiCoin, c'est un token qui permet d'utiliser c'est en gros l'économie circulaire du déplacement vert, de la mobilité saine. Et donc, ils ont croisé ça, ce token, ils ont utilisé pour ça des données GPS, donc en fait, c'est avec de l'IoT, etc. Le réseau est capable d'aller repérer quel moyen vous utilisez grâce à vos données GPS. Donc ça, bon, c'est Pascal Lafourcade était intervenu à la dernière commission blockchain, donc c'était vraiment un sujet très intéressant. Est capable de repérer quel moyen vous utilisez de locomotion et à combien vous êtes allé, 10 km, 20 km, 40 km. Et donc plus vous vous éloignez, donc en fait c'est comme ça que la preuve est faite. En fait, vous prouvez vraiment en faisant l'action. Donc là c'est au début, hein, mais il y aura sans doute d'autres proof of behavior. Il y a un autre cas pratique comme ça où la proof of behavior, il s'appelle, c'est le Plastic Coin, mais je ne me rappelle plus exactement. C'est PayTwist, le nom du projet. Et eux, ce qu'ils font, c'est l'économie circulaire du plastique. Donc en gros, la validation se fait par le fait concrètement de ramener du plastique. Et c'est ça que le réseau vient valider, que vous ayez concrètement ramené du plastique à recycler. Et c'est ça qui vous donne des tokens. Donc c'est vraiment le comportement. Donc ça passe aussi par les objets connectés, les choses comme ça. Voilà, les données GPS. Donc, pour la proof of behavior, ouais, je vous invite vraiment à lire l'article de Pascal Lafourcade, très intéressant. Alors, sur le proof of behavior, est-ce qu'on peut tricher? Donc, en disant, par exemple, est-ce que si on dit je ramène 1 kg de plastique, j'en ramène 10? Alors, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, ça dépend comment les données sont injectées. Donc, pour PayTwist, je ne connais pas. Par exemple, si on prend l'EcoMobiCoin, ça voudrait dire qu'on va tricher sur les données GPS qui sont émises. Donc, ça veut dire c'est de la cybersécurité. Par contre, ce qui est intéressant, dans tous les cas avec la blockchain, c'est cette notion de traçabilité. Donc, ce qui est intéressant, quand on dit qu'on ne peut pas tricher, ce n'est pas tout à fait vrai. On peut insérer des données qui sont mauvaises. Par contre, on va pouvoir vérifier ceux qui ont triché et leur tomber dessus si ça s'avère qu'ils ont triché. Et quand on triche, il faut tricher dès le début. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas et donc ça devient très compliqué, plus le réseau est long, plus ça devient compliqué. Mais je veux dire, si vous validez, si on a vraiment un circuit clos, on va dire, si c'est de l'économie circulaire, à un moment donné, par exemple pour le plastique, il va falloir que vous prouviez que vous en avez acquis 10 tonnes. Donc pour que vous en ayez acquis 10 tonnes, il faut qu'il y en ait un qui en ait fabriqué 10 tonnes, qu'il l'ait bien distribué qu'une seule fois, etc. Et c'est le même principe que le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin, ce que la blockchain vient certifier, c'est bien qu'on n'utilise pas 2 fois le même Bitcoin, par exemple. Donc vous ne pourrez pas utiliser 2 fois le même kilo de plastique. Donc vous ne pourrez jamais dire que vous avez fait 10 tonnes si à la base, il n'y en a que 5 tonnes qui ont été créées, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un peu une réaction en chaîne. Donc, c'est compliqué de tricher avec la blockchain, y compris... Alors, après, c'est pas forcément c'est pas forcément lié à la proof of behavior, par contre. Voilà. Ça, c'est assez constant. Je pense que toutes les blockchains fonctionnent à peu près pareil, là, sur ce point-là. Pas d'autres questions en ligne ? Oui. Il y a des solutions.
Alors, la question, pardon, il faut que je la répète pour le live. La question, c'est au sujet des blockchains moins consommatrices en énergie, où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est à court terme que c'est envisageable ou est-ce que c'est à long terme? Non, c'est à court terme. La proof of behavior en fait partie. En fait, qu'est-ce qui se consomme de l'énergie? C'est cette preuve de travail. Donc, la preuve de travail, comment ça marche? Proof of work. En gros, c'est des réseaux, de la puissance informatique qui est mise à disposition par le réseau pour résoudre des équations. Et ces équations certifient les informations. Il y a deux problèmes. Il y a un, que ça dépense beaucoup d'énergie, et deux, que ça ne sert à rien, à part on résout des équations pour résoudre des équations, juste pour valider, par exemple, le Bitcoin, etc. Il y a deux voies qui ont été prises. Il y a un des gens qui disent on va arrêter ce système et on va faire un autre. Donc ça, c'est tout ce qui est proof of behavior, etc. Et ça fonctionne. C'est encore... Enfin, je veux dire, là, peut-être qu'ils me taperont sur la tête, mais c'est des batailles techniques. Et généralement, une fois que le gars a eu l'idée, ça va assez vite derrière. Je sais que, par exemple, Pascal Lafourcade, c'est un sujet très concret. Il a des doctorants dessus, il fonctionne. Les Comobitcoin, ils en sont plus en train à se demander est-ce qu'on a des données pour les chevaux, des données pour les bus, des données, etc. Mais en soi, la preuve de travail fonctionne et ça fonctionne. Et il y a d'autres systèmes qui sont intéressants aussi, qui sont peut-être plus passagers, mais par exemple, il y a des blockchains qui, au lieu de valider les transactions avec des équations qui servent à rien, résolvent des vrais problèmes. Donc, par exemple, des séquençages d'ADN, des choses comme ça qui sont très difficiles à résoudre, et donc on a besoin de beaucoup de puissance. En gros, ils mettent à disposition l'énergie qui dépensent pour une cause plus intéressante. Donc la médecine, mais ça peut être l'astrophysique, j'en sais rien, je ne connais pas tous les projets. Donc l'agriculture, il y a quelque chose là-dessus aussi? Donc voilà, il y a ces deux voies. Mais il y a d'autres systèmes aussi, et notamment ce qui est intéressant en termes d'énergie, c'est aussi les blockchains qui vont de moins en moins... Alors, il y a des proof of quelque chose, il y en a plein. La question, c'est laquelle sera la plus légitime. Je pense qu'il n'y aura pas une vérité. Je veux dire, là, je parle de la proof of behavior parce que c'est celle sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment avec Pascal Lafourcade. Mais je sais qu'il y a la proof of stake, of state, etc. Il y en a d'autres qui seront intéressantes. Elles vont être abordées à la commission blockchain aussi. Je pense qu'elles seront choisies en fonction des projets, en fait. Je veux dire... mais c'est vrai que, grosso modo, les projets blockchain aujourd'hui, c'est quand même des gens qui veulent prouver des comportements, majoritairement. C'est-à-dire qui ont envie de changer le monde. Donc, qui ont envie de prouver les comportements des gens, de donner plus d'agences, etc. Donc, c'est pas à très long terme que la blockchain sera moins consommatrice d'énergie. Je la compare souvent, je le dis souvent, il faut voir la blockchain comme une voiture. Les premières voitures, elles consommaient 200 litres au 100, elles roulaient à 2 à l'heure. C'est comme les trains, c'était nul, quoi. En gros, c'était pas terrible en termes énergétiques. Ça s'est vite amélioré. Voilà. Donc il faut juste le laisser, c'est des problématiques techniques qui vont se résoudre au fur et à mesure que les gens seront intéressés par cette technologie, quoi, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va conclure parce que le maître du temps nous a dit de s'arrêter. Merci à vous en tout cas.